peut s'attendre à une chute des ETF S&P 500. Je ne sais pas ce qui se passerait si ça chutait énormément, mais je ne le conseille pas. Voilà, je ne conseille pas de rester que sur des ETF. Donc voilà, début 2026, si vous avez un peu de sous, n'attendez pas que tout cela évolue et repérez des bonnes opportunités avec des gains possibles dans l'immobilier. Que j'achète un ETF sur le S&P 500 ou que j'achète directement Apple, je ne contribue pas à l'économie réelle. Je pense vraiment que l'or pourrait chuter de 20, 30, 40%. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Nous, on n'a toujours pas de budget pour 2026, mais on va vous aider à faire le vôtre, à bien faire les bons choix d'investissement pour l'année qui vient, l'année 2026. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram ou alors vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au programme du jour, où et comment investir 10 000 euros? C'est une question qu'on a reçue. Si vous avez 10 000 euros à investir, eh bien restez avec nous. Ou si alors, encore une fois, je commence à investir, quelles sont les premières choses à faire? Dans quoi faut-il investir pour faire une bonne année 2026? Je veux continuer à investir en ETF, mais j'ai peur de l'effet bulle, car tout le monde en fait. Les ETF sont-ils aussi fiables que ce qu'on pense? Et justement, n'y a-t-il pas mieux à faire qu'un DCA sur ETF pour bien performer? Et enfin, on finira avec les arnaques ou les pseudo-bons plans qui pullulent sur les réseaux sociaux. Comment faire la part des choses et investir sereinement? Et puis pour faire une bonne émission, on a besoin de bons experts. Comme d'habitude, on a les meilleurs avec nous. Elle commence journaliste économique, passe 12 ans à décrypter l'actu, à l'IB et à Challenge. Et elle en profite pour cofonder l'association Prenons la Une pour faire plus de place aux femmes dans les médias. Et puis, en 2022, elle se dit, et si on parlait d'argent aux femmes simplement et sans langue de bois? Elle lance Plan Cash. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Une newsletter de 36 000 lectrices primées par les Échos. Et même une appli, le Duolingo de la finance, version féministe. Léa Lejeune est avec nous. Salut Léa. Bonjour Amaury. Voilà, tu es fondatrice donc de Plan Cash Médial qui parle d'argent aux femmes. Et je vais présenter notre deuxième invité avant que je perde complètement ma voix. Désolé pour ça. Il commence par faire une thèse de doctorat en finance. Ensuite, il passe 6 ans en multifamily office, crée même un fonds d'investissement. Le parcours bien sage sur le papier. Et puis, il y a 4 ans et demi, il plaque tout. Objectif, aider 1 million de personnes à se lancer en bourse et devenir autonome. Aujourd'hui, il est aussi le seul créateur finance à avoir lancé une association pour éduquer les enfants, ados et adultes à l'argent. Et accessoirement, c'est aussi un jeune papa de 2 garçons. Grégory Guillemot est avec nous. Salut Grégory. Salut Amaury. Tu es docteur en finance et coach boursier. Bon, je suis ravi de vous avoir tous les deux ici dans Allô la Martingale. On a plein de choses à se dire comme à chaque émission, mais là on a un programme bien chargé. Et puis surtout, tous les deux, le point que vous avez en commun, c'est que vous êtes des très bons éducateurs financiers. Et on a plein de personnes avec plein de questions qui nous ont envoyé pour vous. Donc je propose tout de suite qu'on commence à écouter un premier vocal qu'on a reçu. On va écouter une première question tout de suite que Jayan nous a envoyée. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question. J'ai ouvert mon PEA il y a 2 mois maintenant, investi 50 € par mois en S&P 500 et je voulais savoir quelles sont les autres choses à faire pour que je puisse développer mon patrimoine. Par où est-ce que je dois commencer et avec quels outils est-ce que je peux commencer? Merci.
Merci beaucoup, Jayan, pour ta question. Alors, on va traiter 2 questions dans cette question. La première question, c'est là, on a le cas de Jayan qui commence à investir, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent et continuent à nous envoyer vos questions d'ailleurs. C'est quoi voilà, je sais pas s'il y avait 3 trucs à faire, 3 premières choses à faire pour commencer à investir. Quelles seraient ces choses-là? Et puis ensuite, après, on va se demander, on va prendre le cas on a reçu vraiment cette question, on va prendre le cas de quelqu'un qui a 10 000 euros à investir là maintenant tout de suite. Quelle allocation vous feriez, voilà, pour investir 10 000 euros. Mais maintenant, quelqu'un qui commence à investir, c'est quoi les premiers trucs à faire? Donc, Jeanne nous dit qu'il a déjà ouvert un PEA, ce qui pour moi, perso, est un très bon point. Si t'es résident fiscal français, c'est un des premiers trucs à faire selon moi. Pour vous, ce serait quoi la deuxième chose à faire si on avait une? Qui veut commencer? Léa, Grégory, qui est inspiré? Léa, allez, vas-y. Alors, le PEA, c'est une bonne chose parce que c'est une enveloppe fiscale avec un abattement fiscal intéressant en France, où au bout de 5 ans, on n'a plus que 17,2% de taxes à payer au lieu des 30% de la flat tax. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut accumuler un certain nombre d'actions, d'obligations ou d'autres actifs là-dessus pendant des années, à condition, effectivement, de ne pas les sortir avant 5 ans. Et c'est vrai que c'est la petite évasion fiscale la plus efficace, le PEA. Mais je crois que c'est pas la première étape. Et d'ailleurs, on a invité la semaine dernière chez Plan Cash Grégory Guillemin à nous raconter les premières étapes pour s'éduquer à la finance et pour démarrer à investir surtout. Oui, ça tombe très très bien alors. Effectivement, j'y passe le ballon. La première chose pour moi à faire, vraiment avant de réfléchir justement aux enveloppes fiscales, la première chose à faire, c'est de définir son épargne de précaution. Pour moi, c'est d'abord entre 6 mois de dépenses et 12 mois de salaire net. Imaginons que quelqu'un gagne 2 000 euros, qu'il en dépense 1 500, ça va être effectivement entre 9 000 euros et 24 000 euros d'épargne de précaution. Quand l'épargne de précaution est fixée, deuxième étape, ça va être effectivement de réfléchir ce dans quoi on va investir et notamment quelle enveloppe fiscale. Et effectivement, pour les personnes qui résident fiscalement en France, le PEA est une très bonne chose. Troisième étape, ça va être quoi? De réfléchir à ses allocations. Pourquoi effectivement on décide d'investir, de tout mettre dans le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice boursier effectivement qui est le plus connu. Il existe beaucoup d'ETF qui suivent cet indice boursier-là. Mais les États-Unis représentent que 51% de la capitalisation boursière mondiale, alors que beaucoup de personnes investissent 70, 75, 80%, même 100% de leur patrimoine financier. On rappelle juste le SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont cotées en bourse. Et en achetant du S&P 500, on achète une part à chaque fois de ces 500 entreprises américaines. Effectivement. Et donc, le point dans l'allocation effectivement qui est mentionné, ça va être qu'il manque de l'Europe, il manque des pays émergents, il manque aussi peut-être des petites et des moyennes capitalisations boursières, ce qu'on appelle les small et les mid cap. Et après, quand on a défini ces allocations, la quatrième étape, désolé, je ne l'ai pas fait en 3 étapes, mais plutôt en 4, c'est d'aller sur, par exemple, justetf.com, qui est un outil vraiment gratuit que moi, j'utilise gratuitement. Attention, je n'ai pas de collaboration commerciale avec justetf.com, mais qui est un outil qui recense en fait tous les ETF disponibles pour un résident fiscal européen. Et on va mettre quelques critères. Par exemple, il faut que l'ETF ait plus de 3 ans, minimum 500 millions d'encours, etc., pour choisir les meilleurs ETF. Et donc, au lieu de réfléchir d'abord à quel ETF dans lequel je vais investir, je réfléchis sur mes allocations, sur mes tiroirs, et puis par tiroir, je vais aller choisir le meilleur ETF avec différents critères sur justetf.com. Et puis, j'ouvre un PEA, effectivement, et je commence à investir. C'est très, très bien. Attention, si on veut de l'or, si on veut des obligations ou d'autres classes d'actifs, on ne va pas le trouver dans un PEA, on va le trouver par exemple sur une assurance vie ou plutôt un compte titre traditionnel. Oui, moi j'allais rejoindre ce que tu disais là-dessus, c'est qu'il a un vrai problème de diversification, ce monsieur. En tout cas, si c'est son seul investissement, ça peut poser problème de, par exemple, ne rien avoir dans l'immobilier ou ne pas avoir de projet là-dessus, ne pas savoir, par exemple, qu'on peut mettre de la SCPI dans une assurance vie ou qu'on peut acheter de la SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, en parallèle des actions pour avoir plusieurs choses. Tu parles de l'or, Grégory, ça peut être aussi une chose intéressante. Je voulais quand même apporter une nuance sur ce que tu disais sur l'épargne de précaution.
précaution, parce que moi, tel que tu l'as dit comme ça me fait super peur. Et si je t'avais écouté, j'aurais jamais investi. Parce qu'en fait, avoir 6 ou 12 mois d'épargne de précaution, c'est pas facile pour certains types de profils, les très jeunes. Et je pense que quand on est jeune, justement, on peut prendre du risque avec son argent parce qu'on n'a pas beaucoup de charges familiales, remboursement immobilier. Donc en fait, si on est plus jeune, peut-être que 3 mois d'épargne de précaution de côté sur un livret A ou sur du liquide, ça peut être suffisant. Et puis pour les familles qui ont des budgets très serrés, très ric-rac, là aussi, autant c'est pas possible. Et je trouve que c'est dommage de leur dire qu'il ou elle passe à côté de ces investissements. Et l'important, c'est vraiment de comprendre le risque que l'on prend avec l'argent qu'on investit et par rapport à celui qui est alors ça, encore une fois, c'est une bonne remarque. Encore une fois, c'est vrai que c'est subjectif. Ça dépend de l'aversion au risque de chacun. Et quand on est entrepreneur, il faut pas mal de mois de côté plutôt. Oui, évidemment, plutôt 6 ça ou 12, dépend de votre situation. C'est pas pareil si vous êtes en CDI ou alors entrepreneur ou alors freelance. Et puis ça va dépendre de chacun. Chacun a sa propre version au risque. Il y a des gens qui vont être OK d'avoir que 2 mois de dépenses courantes de côté. D'autres va falloir 6 mois. Alors bref, ça dépend de chacun. Restez avec nous d'ailleurs parce qu'on va avoir un petit débat sur les ETF. Est-ce que c'est vraiment une martingale entre guillemets ou alors est-ce qu'il faut s'en méfier? Mais d'abord pour répondre à cette première question de Jayan. Donc Jayan, il vient de commencer à investir. Il a déjà ouvert son PEA. On a compris qu'effectivement le PEA, ça nous donne un avantage fiscal après 5 ans. C'est pour de la bourse. Donc on peut faire soit du stock picking, c'est-à-dire acheter des actions directement, ou alors des ETF. S'il y avait autre chose à faire, 2 autres choses à faire dans le cas de Jayan, ce serait quoi? Tu parlais d'assurance vie par exemple. Moi je dirais Léa. prendre date déjà sur son assurance vie. Hop, on regarde celles qui n'ont pas beaucoup de frais à l'entrée et de frais de gestion. On en ouvre une. Et puis s'il n'a pas plus de 50 € à investir pour l'instant, il la garde de côté. Et quand on dit prendre date, ça veut dire qu'elle comme le délai pour arriver à une fiscalité plus avantageuse, qui est de 8 ans dans une assurance vie, le délai commence déjà à courir, même en attendant ce qu'il passe après. Ok, très clair. Grégory, est-ce qu'il y aura une troisième chose à faire? Là, on a parlé de PEA, on a parlé d'assurance vie. Après, on va parler de l'allocation d'actifs pour 2026. On va parler de ce qu'on met dedans. Mais là, dans les choses à ouvrir ou les choses à faire, commencer à faire quand on commence à investir, une fois qu'on a parlé de PEA, d'assurance vie, est-ce que tu vois une troisième chose à faire là, comme ça, pour les débutants qui nous écoutent? En fait, c'est assez intéressant parce qu'en France, on ouvre souvent plein de trucs à différents endroits. Et c'est vraiment fort différent, par exemple, en Belgique, où moi, c'est vrai que, par exemple, je ne vais pas avoir de SCPI ou je ne vais pas avoir de private equity ou ce genre de choses. Je pense parfois, à certains moments, à vouloir ouvrir trop de choses. C'est certain que le PEA, c'est très bien. L'assurance vie peut être très bien aussi et prendre date. C'est peut-être pas le plus pertinent, je dirais, au début de commencer à investir fortement dans une assurance vie. Je dirais d'abord l'ouvrir pour prendre date et puis après pour des raisons de transmission de fiscalité qui est allégée lors de la transmission, ça peut être intéressant. Et puis moi, ce que je ferais peut-être, c'est se tenir au plan d'investir tous les mois une partie de son salaire. Un point important justement que je tiens à mentionner, c'est qu'il y a une étude qui a montré qu'en France et en Belgique, un ménage sur 6 n'a pas d'épargne de précaution. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur les jeunes qui peuvent avoir beaucoup moins d'épargne de précaution. Après, pour des familles qui sont plus en difficulté, moi j'ai la chance de faire des ateliers pour des gens juste, on ne parle pas d'investissement, on parle juste de gestion de budget. En fait, je préfère que ces gens-là n'investissent pas au début et qui mettent peut-être 50 ou 100 € par mois en plus sur une épargne de précaution et après 2-3 ans seront peut-être prêts à investir, quitte à ce que ça soit plus long parce que malheureusement, ce sont des familles effectivement assez fragiles et que une simple dépense de 500 ou de 1000 €, mais une famille sur 6 en France n'est pas capable en fait de l'assumer. Donc, voilà, je pense qu'il y a, avec ce qu'on a déjà dit, la troisième chose, ce serait de continuer à investir une partie de son salaire, un maximum, mais que ça soit 5%, 10%, 20%, mais en ne négligeant pas l'épargne de précaution. Après, je pense qu'il est étudiant, il est jeune, il n'a pas de grande charge, donc il peut avoir 3 mois de dépenses. Mais c'est vrai que moi qui ai 2 enfants, on a une famille et tout ça, je suis plus à l'aise à avoir 6 mois de dépenses qu'à avoir 2 ou 3 mois de dépenses. Ok, pour passer à la suite, Léa, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Là, on a parlé de PEA, on a parlé d'assurance vie, même si l'assurance vie, effectivement, c'est plus pour de la transmission, mais pas que. On a parlé de potentiellement se mettre une épargne un petit peu tous les mois pour potentiellement faire un DCA, le fameux Dollar Cost Averaging, qui marche, qui est une méthode approuvée par beaucoup. On va en reparler juste après. Est-ce qu'il y a une dernière chose
absolument mettre en place? Quand je dis mettre en place, pas forcément ouvrir quelque chose, mais quelque chose à faire, à savoir. Non, après il faut... Allez, je vais aller sur un truc beaucoup plus psychologique. Je pense qu'il faut déconstruire sa manière de voir l'argent. Il y a aussi un truc très psychologique qu'on oublie dans l'argent, c'est qu'on n'a pas de formation à l'école, au lycée. Enfin, il y a des tests depuis cette année au lycée en France. Et du coup, en fait, notre rapport à l'argent, à la version au risque, à la perte, à la thésaurisation, donc le côté écureuil, tout ça dépend vachement de notre éducation familiale. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi d'intéressant à déconstruire. Voilà, se poser des questions. Pourquoi j'ai telle ou telle pensée? Pourquoi, pour certains, voilà, j'ai une pensée très méritocratique, alors que la bourse, c'est pas qu'une question de mérite, c'est plutôt une question de prise de risque ou de connaissances ou d'automatisme. Bref, regardez un peu d'où on vient, et ça, je pense que c'est un vrai travail à faire sur soi et qui est sous-coté. Ok, très clair. Il faut savoir effectivement ce qu'on veut et savoir un petit peu quels sont nos objectifs. C'est hyper important de définir vos objectifs, parce que sans objectif, on ne pourra pas vous aider, parce que suivant que vous vouliez placer de l'argent à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Il y a un chouette livre, je rejoins Ce que l'argent dit de vous, écrit par Christian Junot, qui a un chouette livre sur effectivement, finalement, l'argent n'est qu'un miroir sur ce qu'on est, ce qu'on pense, etc., etc. Et souvent, on a tendance à faire des projections sur l'argent. Grâce à l'argent, je peux avoir de la liberté, je peux avoir de la sécurité, je peux avoir de l'amour, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Et donc, c'est vraiment un chouette livre qui se lit en 3-4 heures, mais qui m'a permis de me dire, ah mais mince, pourquoi à 20 ans, je voulais ma X3, etc., etc., à 60 000 balles? Parce qu'en fait, j'avais tel besoin, et en fait, quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça et qu'on met beaucoup de projections, beaucoup de fausses images derrière l'argent, alors que l'argent, c'est ce que j'enseigne aux enfants, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Ok, très clair, on va aller lire ça. Ça va me faire une petite lecture de fin d'année, ça me fera pas de mal. On va écouter un nouveau vocal qu'on a reçu de Dylan, on l'écoute. Hello Amaury et à toute l'équipe d'Allo la Martingale. Bon, j'avais une petite question par rapport à l'année prochaine. Là, c'est la fin d'année, il y a 2026 qui arrive. Je voulais savoir, selon vous, quelle était la bonne allocation d'actifs pour l'année prochaine. Moi, de mon côté, j'investis chaque mois dans des ETF. Et j'avais un peu peur quand même d'un effet de bulle, et je voulais savoir ce que vous en pensez. J'attends votre ressenti, savoir ce que vous en pensez et me faire vos retours par rapport à ça. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci Dylan pour ta question. 2026, ça y est, on commence déjà à s'y intéresser. Vous savez déjà ce que vous faites pour le 31, vous ou pas? Oui, non, je pose la question parce que ça y est, j'ai eu la première question la semaine dernière de gens qui commencent à me dire, non mais parfois ça arrive encore plus tôt, ils commencent à me dire, est-ce que t'as déjà un truc pour le 31? Alors perso, c'est peut-être la différence d'âge, nous on est trop vieux pour savoir ce qu'on va faire le 31. 48 heures avant, moi je sais jamais. À chaque fois tu dis moi je serai avec mes enfants, donc voilà. Très bien. Toi Léa, tu sais pas, tu vas faire last minute. Tu seras à Marseille, non? Voilà. Non, normalement on va me proposer un truc avec les amis de Libé. Okay. Voilà. Très bien. De toute façon, Léa, on sent que tu as un profil risqué quand même. T'aimes pas trop avoir d'épargne de précaution, tu sais pas trop prévoir. Alors justement, moi, je considère que c'est mon plus gros défaut. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé médiatiquement. Je me disais que ce serait intéressant de le faire sur le plan cash. Moi, quand j'ai été journaliste, alors je sais pas toi, Amaury, dans ton précédent job, mais j'étais très mal payée, mais vraiment très mal payée. Je suis restée pendant les 5 dernières années à Challenge et je me bagarrais pour avoir mes augmentations. Et j'avais 150 € tous les 2 ou 3 ans. Et puis bon, clairement, ça suit à peine l'inflation, voire pas du tout selon les années. Non, moi j'ai eu des années très contrôle fric sur l'argent, avec tout épargne précaution et tout PEL. Enfin voilà, aujourd'hui, on a fait plusieurs posts en expliquant que le PEL n'était plus du tout le meilleur outil pour se préparer à investir dans l'immobilier, mais pour la génération de mes parents, c'était ça. Et je pense qu'il y a aussi un truc de construction sociale aussi. Moi, je viens d'un milieu du bas de la classe moyenne, et c'est des milieux dans lesquels on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, c'est des milieux où on apprend beaucoup à économiser, à épargner, mais pas beaucoup à investir. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à investir vraiment sur le tard. Parmi les plus grosses erreurs que j'ai faites et qui montrent bien que j'avais une aversion au risque très forte et qu'il a fallu la déconstruire. En tant que journaliste tech, j'ai écrit les premiers articles sur le Bitcoin en France en 2012 pour Libération, pour Street Press et pour d'autres médias parfois très alternatifs. Voilà. Elle est blindée.
blindé, là, en fait. Non, parce que du coup, à l'époque, comme moi, je sortais d'études, j'avais été étudiante boursière, etc. Tout était sur mon livret A. Et mes amis dans la tech et les personnes que j'interviewais, dont un certain Éric Larchevêque, que j'ai interviewé avec des geeks dans une cave et des mecs à t-shirt à logo avec marqué Bitcoin dessus, me disaient il faut absolument mettre un petit ticket là-dessus, achète un bout de Bitcoin, tu t'en fous, c'est de l'argent, tu le récupéreras un jour. Et même si j'y croyais, je ne l'ai pas pris ce risque. Donc tu vois, il faut déconstruire son envie sa vision du risque. Je suis en train de regarder en live le cours du Bitcoin, tu vois, j'arrive même pas à remonter à 2012. 2016, on était à $396. Oui, mais 2012, c'était l'époque des pizzas, là, tu sais, du Pizza Day, des pizzas achetées avec un donc Bitcoin. Là, on devait être à, je sais plus combien on était, mais bref. Pas beaucoup. Bon, allez, je vais arrêter de te faire... Donc voilà, faut pas me faire passer pour quelqu'un qui aime le risque. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas parce que j'ai vraiment compris quels étaient les sous-jacents. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Eh ben effectivement, c'est important. On évolue tous et on est là pour vous faire évoluer dans cette émission. Bon, on va répondre à Dylan quand même qui nous demande un peu c'est quoi l'allocation d'actifs idéale pour 2026. Moi, je veux bien répondre. Ah, alors vas-y. Ouais. Mais d'abord, je vais répondre sur la partie ETF. Alors, vas-y, alors les ETF, c'est vrai qu'on en parle énormément les 5-10 dernières années. Le point important, c'est que le premier ETF, il date des années 90 et le premier fonds passif qui n'est pas sous la forme d'un ETF, qui est sous la forme d'un fonds indiciel, c'est-à-dire c'est la même chose qu'un ETF, sauf que c'est pas coté en bourse, c'est début des années 70. Donc pour moi, la gestion passive, c'est pas une tendance, c'est pas une bulle, c'est une vraie philosophie d'investissement qui a vu le jour il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, aux États-Unis, 60% des montants sont investis passivement. À Taïwan, on est à environ 75%. Ici, en Europe, on n'est même pas à 10%. Donc, en Europe, on investit très peu en gestion passive, principalement parce qu'il y a un lobby très fort des banques traditionnelles via les fonds traditionnels qui coûtent très cher. Un Français sur 20, donc 5% des Français, investissent dans des ETF. Mais environ, je pense, 10 ou 15% des Français investissent dans des actions individuelles. Donc les ETF, en fait, oui, on le vend en poupe. Il y a des dérives, on va en parler peut-être les ETF actifs ou sur certains secteurs ou sur certaines thématiques, mais on est encore loin du marché, par exemple, allemand. 22% des Allemands, c'est une étude de BlackRock qui est sortie il y a quelques semaines, 22% des Allemands détiennent des ETF, 5% des Belges, 5% des Français. Donc, on en parle plus parce que c'est simplement plus médiatisé, mais pour moi, il n'y a pas un effet de bulle dans le sens où, en fait, n'oublions pas le rôle de l'ETF passif à la base, c'est de répliquer la performance d'un indice boursier. S'il y a une bulle sur le S&P 500 avec l'intelligence artificielle et Nvidia et tout ça, ben oui, il y a peut-être une bulle sur les ETF qui suivent cet indice-là. S'il y a certains marchés qui, je ne sais pas, entre 2021 et 2024, la Chine avait perdu moins 50%, les ETF qui suivaient le marché chinois étaient également à moins 50%. Ce que moi j'observe, c'est que chaque semaine, il y a entre 20 à 30 ETF, rien qu'en Europe, qui sont créés. Début des années 2000, il y en avait 100 dans le monde. Aujourd'hui, on est à 15 000 ETF créés. Rien qu'en Europe, il y en a presque 4 000. Comment un investisseur particulier, comme vous, comme moi, on peut s'y retrouver? Parce qu'on va lancer des ETF sur l'intelligence artificielle, sur l'énergie renouvelable, sur n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dénaturer la gestion passive avec tous les ETF. Il y a de plus en plus aussi des grandes banques comme JP Morgan, comme Invesco et tout ça, ou Fidelity, qui créent des grands gestionnaires d'actifs, c'est pas des banques, qui créent des ETF actifs, donc des fonds d'investissement actifs, mais qui sont cotés en bourse. Et donc, simplement que dans le nom, on voit le terme ETF, on pense que c'est un instrument financier qui suit un indice boursier, sauf que derrière, il y a de la gestion active avec une vraie équipe. Donc, attention à cela. Mais sur des ETF qui suivent des indices boursiers traditionnels, pour moi, il n'y a pas de bulle. Mais par contre, il y a pléthore d'offres et même beaucoup d'offres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'ETF en Europe que d'actions qui sont
que d'actions européennes cotées en Europe. Bon, on rappelle un peu, je pense que vous savez quand même pas mal, ceux qui nous écoutent, ce qu'est un ETF, mais je le rappelle au cas où il y a des nouveaux qui arrivent. C'est l'ETF, en gros, ça vous permet plutôt que d'acheter une seule action, en fait, vous achetez un peu la mode de foin dans laquelle il y a potentiellement une ou plusieurs bonnes aiguilles, et ce qui va faire, a priori, on vous le souhaite en tout cas, la performance de cet investissement-là. Non, moi je parlais j'ai rien contre la gestion passive, c'est hyper intéressant et tout, mais je me dis effectivement, est-ce qu'il peut pas y avoir un problème technique sur la réplication, premier truc, et deuxième chose, mais c'est un peu ce que disait Grégory, tu vas nous dire ce que t'en penses, Léa, c'est effectivement, il y a tellement d'ETF aujourd'hui que ça devient presque compliqué en fait pour des particuliers qui débarquent un petit peu dans l'investissement. Tu leur dirais quoi? Moi, je suis contre les ETF, ou alors oui, mais que des gros indices comme S&P ou autres. Alors, sur les ETF, nous on dit toujours, il y a quelques petites règles à suivre. Depuis combien de temps ils existent, c'est quoi l'encours qui est derrière, est-ce qu'on est sur un ETF où les entreprises, où les fonds possèdent réellement des actions, ou est-ce qu'on est sur du total synthétique, par exemple les S&P 500 dans le PEA, du coup comme le PEA est créé pour soutenir les entreprises françaises et européennes, on est plutôt sur du synthétique, donc c'est pas forcément intéressant là-dessus. Non, moi ce que je voulais revenir, c'est sur la critique fondamentale qu'on peut poser sur les ETF. N'oublions pas qu'une chose, c'est qu'à la base, acheter des actions ou revendre des actions, c'est pas juste un outil spéculatif, c'est aussi permettre aux entreprises d'avoir du cash pour créer de la valeur, pour créer des produits, pour vendre des produits, pour recruter, licencier, faire marcher l'économie. L'ETF n'apporte en fait rien à l'économie. L'ETF est un outil de construction de patrimoine ou de spéculation, plutôt de construction de patrimoine au long terme sur la plupart d'entre eux, mais on n'est pas du tout dans la création de valeur d'économie. Donc déjà, ça pour moi, c'est important. Alors explique pourquoi ça crée pas de valeur dans l'économie. Parce que c'est pas de l'argent qui est directement réinvesti dans les entreprises dont on achète des actions, puisque du coup on possède des parts d'actions qui sont dans un fonds. On ne possède pas vraiment les actions en direct ou en propre, comme si on achetait une action en stock picking. Et donc il y a pas de l'argent qui va directement sur les entreprises. C'est vraiment des fonds, des banques, des assureurs qui vont gérer en parallèle. Donc ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est les ETF d'opportunité. Je vais prendre un ETF IA. Donc là, on entend parler partout. Est-ce qu'il faut investir dans un ETF IA? Je pense qu'en général, quand on crée un ETF sur quelque chose qui est un peu dans la vibe et à la mode, c'est que c'est déjà trop tard, d'une certaine manière. C'est que c'est déjà un produit qui s'est massifié, qui est devenu grand public, très démocratisé. Et donc, c'est vraiment le moment où, du coup, on va suivre le marché, mais c'est pas le moment où on va avoir vraiment des gains et des plus-values fortes parce que ce sera devenu plus grand public grâce à l'ETF. On peut le voir aussi sur les cryptos ces derniers temps aux États-Unis, les ETF Bitcoin et crypto. Le problème, c'est que voilà, quand les gens se sont retirés des ETF, ça a participé à la chute des cryptos il y a à peu près 2 semaines, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi cette critique fondamentale qui vient du chercheur Philippe Van Der Beek à la Harvard Business School et qui est de dire, en fait, oui, c'est lui qui théorise un peu cette idée de bulle. C'est l'idée qu'on favorise des actions déjà peu liquide, puisque l'ETF, c'est pas vraiment l'action propre, en tout cas, qu'on détient. Et puis, on se précipite presque tous sur les mêmes ETF. Tu citais S&P 500, mais on pourrait citer les fonds émergents d'Asie. MSCI World, voilà. Alors, MSCI World, c'est un peu différent, parce que du coup, on va injecter beaucoup d'argent, mais c'est sur l'ensemble du monde, donc il y a moins de sélection, mais du coup, on va créer une espèce de focus sur une région du monde ou sur un type d'économie. On va créer ou participer à une sorte de rareté. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va... Enfin, on va mettre plein de valeurs et plein d'argent sur ces mêmes produits, sur ces mêmes choses, sur ces mêmes entreprises. Or, il y a une partie de cet argent qui va permettre de créer de l'économie ou d'aider l'économie et une partie qui est vraiment spéculative. Voilà, je ne sais pas si j'explique très bien, mais en tout cas, pour moi, le risque, c'est si on a vraiment que des ETF, et je sais qu'il y a des gens qui conseillent vraiment de démarrer là-dessus, mais si on n'a que des ETF, pour moi, il y a un problème de diversification majeur. Et si, par exemple, on avait un crash aux États-Unis, peut-être parce que Donald Trump nous annoncerait encore quelque chose de
complètement sorti du chapeau auquel on ne s'attendait pas, eh ben, on peut s'attendre à une chute des ETF S&P 500. Je ne sais pas ce qui se passerait si ça chutait énormément, mais je ne le conseille pas. Voilà, je ne conseille pas de rester que sur des ETF. Et écoute, merci Léa pour ce grand. J'ai fait un cours magistral un peu, mais l'idée bien. c'était de. Voilà, des fois il faut qu'on sorte un peu de notre petit prisme qui est comment on fait plus de rendement, comment on gagne plus d'argent, mais qu'on regarde à quoi on contribue réellement dans l'économie derrière. Je pense que ce regard est important. Non mais c'est intéressant, Grégory. Moi j'aimerais bien avoir ton avis quand même là-dessus. Ce que nous dit Léa, et tu me dis si j'ai bien compris, c'est que là tu parles. Léa nous dit qu'il n'y a pas forcément un problème c'est pas forcément un mauvais investissement si on parle en termes de rendement, mais par contre ça contribue pas directement à l'économie réelle. T'es d'accord avec ça? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'achète un ETF sur le S&P 500 ou que j'achète directement Apple, je ne contribue pas à l'économie réelle. Puisque si j'achète Apple, je l'achète sur le marché secondaire et mon argent va dans les poches du vendeur. OK ? Oui, mais ça aide Apple à augmenter sa valeur et à augmenter sa valorisation, ce qui va lui permettre d'emprunter plus, d'investir plus, d'acheter plus. Tu vois ? C'est ça que je veux dire. C'est ce que j'allais dire. De manière indirecte, ça va l'aider, mais de manière directe, l'argent ne va pas. Après, un point important, ce qui se passe, c'est que les ETF, qu'est-ce qui se passe ? Que ça soit pour des ETF ou que ça soit pour des actions, si moi je suis un grand investisseur dans un ETF, eh bien, imaginons que je mette 100 millions dans un ETF qui suit le S&P 500. Le marché secondaire de cet ETF-là n'est pas suffisamment grand pour que j'achète pour 100 millions. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que moi, je vais appeler, par exemple, je ne sais pas, Amundi, BlackRock ou BNP, le gestionnaire de l'ETF. Je vais lui dire, je veux 100 millions. Je vais lui envoyer le cash. Et lui, le gestionnaire, va investir, en fait, X millions d'euros dans les 500 actions du S&P 500. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on rajoute un intermédiaire qui est la structure juridique de l'ETF, mais in fine, quand je détiens un ETF, je suis copropriétaire de l'ETF qui lui-même est copropriétaire des actions. Donc, pour moi, vraiment, dans ma philosophie, que je mette 1 000 € dans un ETF, dans une action, enfin, entre guillemets, 1 000 € dans une action, ou alors que j'investisse un plus gros montant dans un ETF et qu'il y ait 1 000 € dans cette même action-là, il va y avoir la même pression acheteuse. J'entends parler, dans les prochaines années, ça va être possible. Aujourd'hui, qui sont les plus grands, en fait, actionnaires des actions individuelles de Apple, de Total Energy et tout ça? Ce sont les ETF. Donc, ce sont des co-actionnaires comme moi. Bientôt, je vais pouvoir voter sur la politique de distribution de dividendes d'Apple, de Total Energy et tout ça. C'est le grand fantasme que l'on puisse, en possédant des ETF, avoir les mêmes droits qu'un actionnaire classique qui posséderait l'action en propre. Mais c'est pas encore réel. Hein. Non, c'est pas du tout encore réel maintenant, mais par contre, ils travaillent vraiment pour discuter avec des grands noms de l'asset management dans le monde. Ils m'ont montré, j'ai discuté, etc., etc. Et donc, ils travaillent vraiment sur le fait que demain, ça ne va pas être le gestionnaire qui va voter à notre place, mais ça va être nous en tant que particuliers. Et je pense vraiment que ça viendra. Le point important, c'est que moi, je viens effectivement, mon père, il ramassait du lait dans les fermes, donc milieu très, très pauvre. Et s'il m'entend, il ne serait pas d'accord avec moi, mais je le dis quand même. Et entre 2013 et 2015, j'ai investi en bourse. J'ai fait du stock picking. J'ai perdu 60% de mes économies parce que c'est extrêmement difficile de sélectionner des actions individuelles. Et depuis 2015, je me suis dit, plus jamais je refais cette erreur-là. Parce que oui, même si je devenais copropriétaire d'une société, ben en fait, c'est extrêmement difficile. Il existe 50 000 sociétés cotées en bourse dans le monde. Comment, en tant que particulier dans ma petite campagne belge, je vais trouver les bonnes actions et ne pas trouver les mauvaises actions? Si des gens veulent faire du stock picking, moi je dis toujours dans mes formations, faites par exemple 80% d'actions d'ETF diversifiés. On va revenir sur l'allocation qu'il faut avoir pour 2026. Et si vous voulez faire du stock picking, faites par exemple pour 15-20% maximum. Mais à long terme, les statistiques sont quand même contre nous. Donc, finalement, je comprends ce que dit Léa et en même temps, je me dis juste, moi, j'ai pas envie de me dire, j'ai investi, je sais pas, dans Orpea et puis Orpea chute fortement, etc., etc., comme beaucoup. Et donc, je préfère vraiment
quand je me suis brûlé les ailes, je me suis dit plus jamais j'investirai dans une action individuelle. Et même maintenant, je me dis, je mettrais bien 1000, 5000 balles dans telle ou telle action. Et je me dis, non, pas du tout. Il faut que je reste focus sur ma stratégie. Ma stratégie, c'est la gestion passive, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Mais il faut en être conscient. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir une part de gestion passive, que c'est obligatoire quand on démarre, mais qu'après, quand on commence à avoir un peu de connaissances, quand on sait calculer la valeur d'une action ou quand on est dans un secteur économique qu'on connaît très précisément, peut-être parce qu'on y a travaillé, ça peut avoir de l'intérêt de faire du stock picking dans un deuxième temps. Ok, bon, pour parler très clairement, finalement, on va faire 2 questions en une. On va faire l'allocation d'actifs de 2026. Et là, un exercice très concret. Imaginons, là, parce que c'est le cas de plusieurs personnes qui nous ont envoyé cette question, même de manière générale. Vous avez 10 000 euros là à allouer pour 2026. Comment vous faites la répartition? Alors, quand je dis comment vous faites la répartition, on va partir du principe que les objectifs de la personne, il y a la moitié de ces 10 000 euros là, elle est à horizon plus de 10 ans. Et l'autre moitié, on va dire, allez, elle veut pouvoir potentiellement que ce soit assez liquide pour le récupérer d'ici 5 ans. Donc entre 5 et 10 ans d'investissement sur 10 000 euros aujourd'hui que vous placez fin 2025 pour 2026, c'est un peu plus loin. Moi, je trouve qu'elle est bizarre, ta question. Parce que dans ta question, il y a 2 choses. Si la personne, elle est primo-investisseuse, qu'elle a 10 000 euros à investir, je me dirais, il faut que ça soit vraiment une perspective de long terme. Or, quand tu me dis, oui, qu'est-ce qu'il y a à faire pour 2026 ? Moi, j'ai l'impression que ce que tu veux, c'est sur les tendances, sur les investissements qui montent, sur des choses un peu plus, allez, on va dire, circonstancielles ou opportunités. Ok, non, mais je suis d'accord. Donc, j'ai l'impression que la question, elle a un peu les deux. Oui, je vois. En fait, à la base, c'était pas la même question. En gros, si tu veux, il y avait. D'ailleurs, on peut différencier. Et c'est pour ça que je parlais d'horizon d'investissement, parce qu'effectivement, et ce que je répète à chaque fois dans cette émission, c'est que tant qu'on n'a pas l'horizon d'investissement, on peut pas répondre concrètement à la question. Le seul truc, c'est que moi, pour 2026, un horizon d'investissement 1 an, pour moi, c'est trop court. Voilà, en 1 an, bien sûr, c'est trop de choses. Avant 3-5 ans, ça sert à rien du tout. Ce qu'on peut faire, c'est que là, rapidement, on peut faire un petit tour de table pour vous. C'est quoi les choses qui pourraient animer 2026 dans le bon sens du terme. Peut-être Léa, tu peux commencer. Et après Grégory. Et ensuite, on se dira 10 000 euros en cash maintenant à 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on peut peut-être faire là-dessus, ce sera plus clair. Léa, vas-y, commence. 2026 pour toi. Donc 2026. C'est quoi les tendances, un peu dans quoi il faudrait investir selon toi en 2026 ? Pour moi, 2026, ça continue à être les années de l'IA et de la tech. Donc pour le coup, on va être sur du S&P 500. On peut faire du stock picking, mais la réalité, c'est que ces actions-là sont plutôt très hauts. Donc on risque de rentrer haut dans le marché. Et comme on le sait tous ici, personne ne peut vraiment timer le marché. Donc effectivement, plutôt du stock, plutôt de l'ETF ou de l'investissement dans des fonds tech. Transition énergétique, je pense qu'il y a eu une baisse parce qu'il y avait absolument n'importe quoi dans les fonds ISR, investissement socialement responsable, notamment aux États-Unis. Mais je pense que c'est un sujet de fond qui va continuer. Donc, transition énergétique, plutôt énergie cette fois-ci. Les SCPI qui remontent. Après s'être bien cassé la figure, on reste quand même bien les choisir. Voilà, il faut très bien les choisir. Nous, on les avait toutes recensées là sur une newsletter de Plan Cachel qui marchait pas. J'aurais tendance à dire que si on y va là maintenant en SCPI, il faut choisir des SCPI ISR. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà, c'est des nouveaux immeubles, des immeubles qui viennent d'être rénovés, qui sont déjà aux normes européennes environnementales. Donc au moins, il y a cet argent-là qui n'aura pas besoin de réinvestir derrière pour maintenir le parc IMO dans un bon état. Et puis, qu'est-ce que je dirais ? On est tous un peu perturbés là en ce moment par cette loi de finances 2026 qui n'arrive jamais. Du coup, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une baisse des investissements immobiliers sur les derniers mois. Or, arrêtons de choisir l'investissement dans l'immobilier locatif à partir de lois de finances et de défiscalisation. Une bonne opportunité IMO reste une bonne opportunité IMO. Un bien locatif dans une ville de taille moyenne, étudiante, où il y a beaucoup de travaux, mais un peu de mètres carrés, une bonne localisation, ça reste la même chose. Donc voilà, début 2026, si vous avez un peu de sous, n'attendez pas que tout cela évolue et repérez des bonnes opportunités avec des gains possibles dans l'immobilier, comme vous l'auriez fait, quelle que soit la loi. Et puis les taux ont diminué, les taux d'emprunt aussi ont diminué ces derniers mois, donc ça peut être intéressant d'emprunter un maximum pour faire de l'immobilier. Oui, et puis d'ailleurs, on va voir, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner les taux, notamment côté BCE, là, si on parle de l'Union européenne.
Est-ce que ça va baisser? Alors ça baisserait peut-être, alors que... Enfin non, Oui, ça c'est remonterait stable, peut-être, j'allais oui. dire. Ça remonterait peut-être, parce que d'habitude la BCE suit la Fed, mais là ça remonterait peut-être du côté de la BCE, la Fed continuera à baisser, on ne sait pas trop. Il y a quand même pas mal d'incertitudes là-dedans, mais bon, affaire à suivre. Alors Grégory, pour toi, ta liste au Père Noël pour 2026, là, Alors, tu ferais quoi? moi, en fait, pour être très franc, je vais être dans la lignée de ce que je dis toujours. J'ai pas de boule de cristal, donc je n'en sais strictement rien. C'est vrai qu'on va venir sur l'allocation, c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je définis une allocation à long terme, quand je définis une allocation, c'est pour minimum 10 ans. Et donc, qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines? Donc là, on parle direct sur la question à 10 000 euros plutôt. Non, mais Non. je vais répondre quand même à la question sur 2026. Donc, je ne sais pas, mais je vais rester sur mes convictions, entre guillemets, d'avoir les pays émergents. Les pays émergents, entre 2010 et 2024, ont clairement sous-performé les États-Unis. 2025, les pays émergents, c'est presque plus 40%. Les États-Unis sont à plus de 15%. Tout ça en dollars. Donc, moi, je parierais, entre guillemets, même si dans ma philosophie d'investissement, c'est pas ça, mais j'ai toujours plus de 20% dans des pays émergents, puisque les pays émergents représentent plus de 20% de la capitalisation boursière mondiale. Continuer sur les États-Unis, mais par rapport au poids actuel des États-Unis dans la capitalisation boursière mondiale. Un point important quand même, c'est que je parierais entre guillemets contre, si je voulais le faire, mais je vais pas le faire, mais si je voulais, je parierais contre l'or. Pourquoi? Parce que l'or, depuis 2024, oui c'est ça, il a fait x2. L'or a une performance incroyable ces 2-3 dernières années, chose qu'on n'avait jamais vue. Si on regarde un graphique, on se dit « Waouh, il y a une bulle ». Il était à début 2023, il était début 2024, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il était à $2 000 l'once. Aujourd'hui, on est à plus de $4 000. On oublie souvent de dire qu'entre 2012 et 2015, l'or a perdu 44% de sa valeur. Donc, je pense que tôt ou tard, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'or. Et donc, l'or, je pense que c'est très bien comme un actif. Si demain, la bourse chute de 40-50%, ça va venir servir de coussin de sécurité, d'airbag financier. Par contre, investir dans de l'or simplement parce que je vois des gens investir 20, 30, 40% simplement parce que ça a bien performé les 2-3 dernières années, je pense vraiment que l'or pourrait chuter de 20, 30, 40%. Mais encore une fois, c'est juste, j'ai pas de boule de cristal et je ne l'applique. Ce que je dis maintenant, je l'applique pas pour mon patrimoine. Je pense que pour 2026 et les années futures, il faut toujours se dire quelles sont mes allocations, mon allocation d'actifs. Est-ce que je vais être 100% dans des ETF actions ou est-ce que je vais avoir des obligations, de l'or, des CPI, crowdlending, crowdfunding, crowd equity, même si je ne crois pas à tout ça, mais ce n'est pas le sujet. On va réfléchir en termes de secteur, on va réfléchir également en termes de taille de société et on va réfléchir également en termes de stratégie. Stratégie, c'est-à-dire est-ce que je fais que de la gestion passive ou j'ai un petit peu de gestion active. Pensons également aux allocations géographiques. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus d'investisseurs qui investissent dans des ETF MSCI World. MSCI World, 72% aux États-Unis, pas de pays émergents, à tort ou à raison, chacun se fera son avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes même qui vont dire « Ah, les États-Unis, c'est génial, c'est 70-75% de la capitalisation boursière mondiale ». Sauf qu'on oublie aussi de regarder l'histoire et qu'entre 2000 et 2009, les États-Unis faisaient moins bien que l'Europe et faisaient moins bien que les pays émergents. Donc, la bourse, comme les secteurs, comme les zones géographiques, la bourse est cyclique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? C'est assez facile de regarder. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Moi, j'en sais rien. Vu que moi, j'en sais rien, en fait, mon patrimoine, c'est très simple. 50% États-Unis, 22% pays émergents, 20% en Europe et 7-8% en Asie développée. Dans des ETF 100% actions, j'ai pas d'ETF obligataire, j'ai pas des CPI, j'ai pas d'or parce que je suis vraiment pied au plancher, entre guillemets. J'appuie à fond sur la pédale de l'accélérateur parce qu'au début, je me suis posé la question sur 100 000 euros, est-ce que je suis prêt à avoir mon patrimoine chuter à 60 000 ou à 50 000? C'est vraiment cette tolérance à la volatilité. On ne parle pas de pourcentage, on parle de montant. Quand on définit cette tolérance à la volatilité, après, on peut définir correctement son allocation d'actifs. Si on a une tolérance à la volatilité qui est plus faible, alors oui, il faut diversifier avec d'autres classes d'actifs. C'est pas un conseil en investissement et vous investissez dans des choses dans lesquelles on parle que après
après avoir fait vos propres recherches. Mais Grégory, là, si tu avais, je sais pas moi, des idées d'ETF à nous donner justement pour s'indexer à ces thématiques, est-ce que tu en as ? Oui, et des ETF, si on va sur justetf.com, à gauche, on peut mettre dans les filtres S&P 500. Non, mais voilà, concrètement, S&P 500, on va trouver une vingtaine d'ETF. On regarde les quelques premiers qui font quelques milliards. Et là, c'est des bons, effectivement, ETF qui vont suivre le marché américain. Le MSCI Emerging Market, par exemple, ou encore le MSCI Europe. Donc, MSCI Europe. Dans l'Europe, il y a quoi ? Il y a la Suisse, il y a la Grande-Bretagne et les pays de la zone euro. Et en faisant quelques ETF comme ça peut être très très bien, mais encore une fois, la première étape, c'est de définir son allocation d'actifs qui dépend de notre horizon d'investissement. Moi, c'est parce que j'ai un horizon de plus de 10 ans, de notre tolérance à la volatilité qui est maximale et aussi de mes objectifs. Mon objectif, c'est quoi ? C'est de faire croître mon patrimoine financier le plus rapidement, pas le plus rapidement possible, mais j'aimerais avoir 7-8% par an plutôt que 3-4% par an. Donc, j'investis dans des ETF 100% actions, mais je suis conscient que ce qui s'est passé en février-avril de cette année-ci, mon portefeuille, il a fait moins 20%. Moins 20%, plusieurs dizaines de milliers d'euros de perte de valeur parce que le marché a chuté. Ça fait peur à un débutant en général. Mais bien entendu, mais c'est pour ça que ça, ouais. Sur les 10 000 euros, parlons toujours pas en pourcentage, mais parlons en euros pour se dire, ces 10 000 euros, si au 31 décembre 2026, il n'y a plus que 8 000, comment on se sent ? Il n'y a plus que 5 000, comment on se sent ? Si on se dit, mince, il n'y a plus que 8 000, je panique. Si on n'est pas capable de vivre avec un moins 20, n'investissez même pas en bourse. Pourquoi ? Parce que les obligations en 2022 ont fait moins 18%, les actions ont fait moins 15%, l'or a connu des années à moins 20%, l'immobilier coté également. Donc, c'est pour ça on investit en bourse si on est capable déjà de vivre avec un moins 20, voilà. Et puis après, si c'est moins 25 ou moins 30, on va diversifier. Si on est prêt à jouer le tout pour le tout, entre guillemets, mais avec un horizon de long terme et tout ça, alors pourquoi pas investir dans des ETF actions et même un petit peu de crypto, mais de manière raisonnable. Ok, très rapidement sur les émergents. Moi, j'entends un peu tout et son contraire. De toute façon, qui a raison, on ne sait pas. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. J'entends qu'effectivement, l'Inde, ça peut être très intéressant parce que c'est assez en retard. Il peut y avoir aussi la Chine, même s'il y a un risque politique derrière. Sur quel type d'émergent tirer aujourd'hui, Grégory ? Et Léa, n'hésite pas à nous dire si tu as un avis également là-dessus. Moi, en fait, je prends tous les émergents, à tort ou à raison, encore une fois. Mais je regarde vraiment la Chine, Shanghai, Shenzhen, Pékin, Hong Kong, ça va représenter environ 14% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, c'est plus de 15 000 sociétés qui représentent 15% de la capitalisation boursière mondiale. L'Inde, ça représente plus ou moins 3 ou 4%. L'Inde, tout le monde en parlait en 2023. C'est normal, entre 2004 et 2023, l'Inde avait cartonné. Sauf que depuis maintenant 1 an et demi, l'Inde ne fait plus rien. Donc, les pays, c'est très cyclique. Vu que moi, je ne sais pas ce qui va se passer les 5, 10, 20 prochaines années, j'investis dans tous les pays avec la pondération par pays en fonction du poids de la capitalisation boursière mondiale, ni plus ni moins. C'est un choix que j'ai fait depuis plusieurs années qui me correspond très bien. Et donc, si la Chine augmente, ça aurait plus de poids dans mon portefeuille. Si demain, la Chine vient à disparaître, il y a 14% de mon portefeuille qui va disparaître et au profit d'autres zones géographiques. Et j'essaye de n'avoir, même si dans des choix comme ça, on prend toujours des paris, mais j'essaye d'avoir le moins de paris possible parce que je sais par le passé que prendre des paris, ça peut être extrêmement risqué. Et souvent, nos paris sont pris non pas pour des raisons rationnelles, mais pour des raisons émotionnelles. Oui, alors moi je connais assez mal les régions émergentes, du coup c'est effectivement là-bas que je fais de l'ETF et uniquement de l'ETF pour ne pas avoir des biais cognitifs liés à mes connaissances ou pas. Moi je suis plutôt sur des ETF Asie que émergents. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. On en parlait d'ailleurs à la rédac de Blancache l'autre jour et on n'arrive pas à savoir si il vaut mieux payer émergent ou Asie. Tu as une idée là-dessus, toi ? Asie développée ou Asie en général ? Asie développée, oui. Asie développée, on va avoir quoi ? On va avoir le Japon, on va peut-être avoir... C'est ça, en fait, il va y avoir de l'Inde, de la Chine, du Japon, mais pas de l'Australie. Non, c'est Océanie, je ne sais pas quoi, c'est un autre. Mais il y a quand même mais c'est Asie développée, ouais. Ok. En fait, Asie...
la grande différence entre pays émergents, dans un ETF qui suit les pays émergents, 90% c'est de l'Asie émergente. Il y a quand même Chine et Inde dedans, Taïwan et tout ça. Là, la différence, c'est que dans ton ETF, là, tu as du Japon, chose qu'on n'a pas sur les pays émergents. Le Japon, je pense que c'est bien d'avoir du Japon parce que ça représente quand même 6% de la capitalisation boursière mondiale. Bon, bah écoute, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Merci Grégory. Voilà, allez, Aki, prends ces petites notes, prends les ETF Asie. Ah bah quand on connaît pas quelque chose, on apprend. Mais il faut. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça. Très rapidement, Léa, l'or chez Plan Cash, on en pense quoi ? Je suis d'accord avec ce que disait Grégory. Justement, le prix Les Échos qu'on avait gagné, c'était une newsletter sur l'or en 2024. On était encore dans un moment où la hype est en train de monter. Et effectivement, historiquement, ça va finir par baisser à un moment. Donc, quand on a un gros portefeuille d'actifs, c'est bien d'en avoir un petit peu pour diversifier. Mais sinon, c'est plus... faut plus en attendre la martingale, justement. Ok, très clair. Effectivement, vu que c'est... Voilà, ce que tu as dit, c'est que là, il y a eu des performances assez incroyables ces 2 dernières années. Un cours qui a fait... Même que l'or a fait mieux que le S&P 500, chose qui arrive pas... Et ce qui est intéressant sur l'or, c'est que si on regarde sa volatilité, c'est-à-dire sa variation journalière, l'or est plus volatile que le S&P 500. Sauf que quand le marché américain chute de 20, 30, 40%, l'or, à ce moment-là, va servir de coussin de sécurité. Mais à long terme, l'or, on dit souvent que l'or rapporte entre 3 et 5% par an sur 30, 40, 50 ans, alors que les actions, on est plutôt à du 7, 8% par an parce que l'or ne produit rien. Donc l'or, je dis toujours, si on veut de l'or, c'est pas parce qu'il a fait x2 ou x3 ces X dernières années, c'est simplement pour se dire, c'est le prix d'une assurance. Mais on ne va pas mettre 20% de son portefeuille dans l'or. Moi, je dis toujours entre 5 et 10% si on veut avoir un portefeuille diversifié et qu'on a besoin d'une assurance et qu'on dort moins bien si le marché fait moins 30 ou moins 40%. Et puis intéressant, c'est que j'ai l'impression que même si les actions, c'est volatile, bien évidemment, c'est moins régulier sur le long terme que les actions, parce que pendant 20 ans, par exemple, le cours de l'or n'a rien fait. Et puis là, d'un seul coup, notamment à cause des tensions géopolitiques, etc., ça a beaucoup augmenté. Ça ne veut pas dire que ça va pas continuer, mais en général, quand un actif a fait un grand bond comme ça en avant, après n'avoir pas fait grand-chose pendant longtemps, voilà, ça m'étonnerait que ça fasse x2 encore dans les 2 ans qui viennent. Après, si on regarde le graphique à la fin, il fait vraiment... C'est une courbe exponentielle comme là, ça. on est là-dessus. Et acheter là-dessus, ça fait un peu... Et on se dit, c'est quelque chose qui ne crée pas de valeur, quoi. Voilà, donc là, on est prudent et donc il faut peut-être, si on voulait demander à Papa Noël 20% d'or dans son portefeuille, on va peut-être limiter à 5 ou 10%. Ok. On va écouter tout de suite un message qui nous est envoyé de La Réunion. Ça fait plaisir, j'espère que ça va nous réchauffer un petit peu. Et voilà, je prends un surtout petit peu ta voix. Voilà, il faudrait que je me fasse un petit grog avec du rhum. Voilà, l'alcool est dangereux pour la santé, mais peut-être que moi, ça me ferait du bien à l'instant présent. On va écouter tout de suite le message vocal de Kevin. Salut Amaury, l'équipe de la Martingale, Kevin de l'île de la Réunion. J'ai une question plutôt stratégie. J'ai un PEA, je suis investi 100% ETF sur du long terme. Et je me demande s'il existe une ou plusieurs méthodes efficaces basées sur de la prise de profit qui peut être plus performant que de rester investi sur les marchés en mode DCA sans trop se poser de questions. Voilà, merci pour vos retours. Merci Kevin pour ta question. Alors si je comprends bien la question de Kevin, c'est qu'en fait il fait un peu là ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il a son fameux PEA, il achète ses ETF en DCA, c'est-à-dire que il met sa petite somme de côté tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on ne sait pas comment il fait, mais en tout cas le principe est le même, et à chaque mois on va dire, il met sa somme sur ses ETF. Et il se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus à faire Quand faut-il vendre? C'est ça la question. Non, mais au-delà de quand faut-il vendre, il se dit même à l'achat, comment est-ce que je pourrais... alors peut-être que toi tu l'apprends comme ça, tu vas nous dire, mais voilà, il y a effectivement une question de quand faut-il vendre, mais il se dit aussi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? C'est-à-dire, est-ce que sur les ETF, il n'y a pas un DCA un petit peu plus optimisé à faire? C'est ça que je comprends. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de l'ETF comme ça? Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette question, Grégory? Après, il y a peut-être plusieurs manières de la comprendre. Hein. Voilà. Moi, je l'ai compris de cette manière de quand vendre, mais peut-être quand acheter. C'est vrai que souvent, on me dit, est-ce que c'est mieux début de mois ou est-ce qu'on investit 100 € par semaine plutôt que 400 € par mois? Je dis toujours, c'est mieux d'investir le plus tôt le mieux pour profiter des
des intérêts composés. Il n'y a pas de meilleur jour, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Je dis toujours début de mois, c'est mieux. Comme ça, finalement, à la fin du mois, on a préparé le budget pour le mois qui suit. Et puis, on a investi effectivement début de mois. Et au moins, on a mis de l'argent de côté pour investir. Sur quand vendre, justement, quand sécuriser les profits, je pense que c'est ce qui était dit dans le message. En fait, à quoi ça sert de sécuriser le profit si on n'en fait rien ? Si on a un projet dans les 5 prochaines années en disant je fais un tour du monde, j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, à mes petits-enfants, ou j'ai envie, je ne sais pas, de faire une piscine dans ma maison, n'importe quoi, peu importe, ou je veux racheter une nouvelle cuisine, et que j'ai besoin de cet argent-là, imaginons cette personne-là a 20 000 euros en bourse, et dans les 2-3 ans a besoin de 5 000. Mais moi, je lui dirais tout de suite, maintenant tu mets tes 5 000 sur un livret A, et tu attends. Alors oui, c'est pas sexy, mais ce que j'observe trop souvent, c'est que les gens vont dire oui, mais je vais laisser en bourse et je vendrai quelques jours ou quelques semaines avant que le projet se réalise. Sauf que si la bourse chute de 20, 30, 40%, en fait, son portefeuille vaut 20 000 aujourd'hui, mais peut-être à ce moment-là ne vaudra plus que 12 000. Et il devra vendre pour 5 000 et il lui restera que 7 000. Donc, moi, je dis toujours, à dépenses certaines, du cash certain. Donc, le cash certain, c'est quoi ? C'est un livret A, effectivement. Ça va être un compte à terme ou un compte épargne ou peu importe. Mais c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est un petit peu grignoté par l'inflation. Mais tant pis, c'est le prix à payer pour avoir cette sécurité, cette sérénité. Et puis après, si par contre, il n'a aucun projet de prévu, en fait, il faut qu'il reste investi. Il faut laisser le temps au temps. Et toujours se poser une fois par an la question, est-ce que mon allocation d'actifs, X% en actions, en obligations, en SCPI, en or, etc., correspond bien à mes objectifs et à ma tolérance à la volatilité. Et si la réponse est toujours oui, alors qui reste investi. Et le plus dur en investissant, c'est pas d'acheter, c'est de rester investi le plus longtemps possible. Mais s'il a un projet dans les prochains mois, prochaines années, par exemple à moins de 5 ans, alors il vend pour le montant dont il a besoin et puis après il sécurise ce montant-là, comme ça il sécurise son projet. Ok, écoute, très clair. Et si la question c'était plus... Ah oui, parce que moi je l'ai pas du tout compris la manière que toi la question. Moi je l'ai compris comme c'est quoi un risque que je peux prendre pour gagner de l'argent plus vite, quoi. C'est vraiment... C'est bien comme ça, il y aura les deux. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris sur 2-3 ans. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que le principe qu'on dit, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, c'est que attendre un rendement très fort en moins de 2-3 ans, c'est un pari complètement fou, c'est prendre des risques de tout perdre, c'est faire des coups. Va au casino, quoi. C'est un peu ta question casino, ouais. Moi, le seul truc sur lequel j'ai gagné, du coup, je vais prendre un truc qui s'est passé par le futur, puisque je ne veux surtout pas donner ce genre de conseils. C'est en Bitcoin. Il n'y a qu'en Bitcoin que j'ai réussi à multiplier assez rapidement, en moins de 2 ans, ce que j'avais mis dedans. Puisque j'ai mis à 3 ou 4 ans, je ne sais plus combien j'ai mis, mais j'ai doublé ma mise. Par contre, je suis passée par une phase où mon argent avait été diminué x4. Et donc, tu es là, t'attends, tu serres les fesses et t'attends que ça remonte. Et puis, pour le coup, effectivement, j'étais dans une idée que j'avais fait un pari, que je voulais tester comment fonctionnait cet actif et qu'après, je voulais le remettre, si je le récupérais, remettre une partie dans mon épargne de précaution. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé. Puis, quand j'ai gagné un peu, j'ai mis de côté dans une épargne de précaution. Plus précisément, on appelle ça des vacances. Mais voilà, finalement, je l'ai utilisé comme un petit gain d'argent, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut conseiller parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas prévoir. Je ne savais pas à quel moment je récupérais mon argent. Je ne savais pas de combien il serait multiplié. Je n'avais aucune certitude. Et tu savais aussi que potentiellement ça allait à zéro et que tu étais prête à... Voilà, effectivement, c'était la somme de mon allocation d'actifs puisque du coup, moi, j'ai fait cet exercice tout bête quand j'ai quitté mon précédent job et que j'ai monté Plan Cash, de prendre 10 000 euros et de me dire OK, où je mets ces 10 000 euros. Et dans ces 10 000 euros, je crois que j'avais décidé de mettre 1 500 ou 2 000 euros en Bitcoin. Je sais, c'est énorme. Ne faites pas ça chez vous si vous débutez en investissement, sauf si vous êtes vraiment prêt à perdre. Et là, moi, c'était un moment où j'avais sécurisé mon achat immobilier.
Et effectivement, là, oui, tu peux gagner de l'argent, mais c'est sur une toute petite partie. Tu ne peux rien prévoir. Il n'y a pas de recette donc, miracle. lui, s'il est long terme et qu'il veut se faire une petite poche un petit peu plus dynamique. Voilà, alors dans ce cas-là, il peut peut essayer d'aller sur des cryptos, faire très attention aux plateformes qu'il utilise, plateformes sécurisées, recommandées par l'AMF, ou des plateformes comme Coinbase qui sont introduites en bourse aux États-Unis, et vérifier le pourcentage de frais. Et voilà, et serrer les fesses parce qu'il y aura des fluctuations. Et d'investir tous les mois aussi, même si on fait de la crypto, de continuer à investir tous les mois en prenant des grosses cryptos style Bitcoin, Solana, Ethereum, et puis surtout la patience est la clé pour avoir un portefeuille à long terme, qui grandit. On est un peu chiant, hein, là, vraiment, on est très pépère. On est là long terme, il y a autre chose que de la crypto, c'est quoi du gentil. stock picking Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre là si sa question c'était de dynamiser un peu Du stock picking, moi, c'est toujours la même chose. Je pense qu'il faut connaître très très bien le secteur, quoi, et être sûr de la valeur à long terme de l'entreprise. Par exemple, au tout début du Covid, il y a certaines entreprises qui ont chuté en bourse. Je pense notamment aux entreprises dans l'aéronautique, par exemple Airbus. Bon, on pouvait se douter que le jour où le Covid repartirait, l'action d'Airbus remonterait, puisque même si moi je prends quasiment plus l'avion et c'est pas quelque chose que je prône, on sait que le trafic aérien allait reprendre, on sait que la valeur de l'entreprise allait pas s'effondrer. Voilà, mais à part dans des trucs comme ça et sur des secteurs qu'on maîtrise très fortement, stock picking, pareil, pas trop. Alors, un pari, mais simplement où mettre 5% et tester s'il veut tester ça, c'est pas quelque chose que je ferais pour moi parce que c'est contre ma philosophie, mais je vais quand même le dire. Si demain ou dans les prochains mois, le marché chute de 10, 15, 20%, peu importe, il prend un ETF à effet de levier sur le Nasdaq 100. Et puis là, il va pouvoir faire peut-être une année à moins 80, une autre année à plus 100. Et puis, il va voir. Mais alors, effet de levier, c'est vraiment le casino. Là, c'est vraiment, il faut être très joueur si et ça ressemble plus à de l'investissement. Si vous faites ça, pourquoi pas, mais faites-le sur vraiment votre poche où vous n'avez vraiment pas besoin. Quoi. Voilà, et surtout, ça peut valoir 0 dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, c'est juste parce que, Amaury, tu nous titilles pour avoir des informations. Non, mais parce que c'est des très bons conseils, mais c'est pour essayer d'avoir des petits trucs en plus, potentiellement. Parce qu'il y a plein de gens qui nous posent ces questions-là. À chaque fois, les réponses peuvent être un peu régulièrement les mêmes. C'est-à-dire, ouvrez-vous un PEA ou autre, faites du DCA sur ETF, évidemment, ou pas que. Mais à long terme, c'est ce qui marche. Le mieux, si on prend les 10 dernières années, le S&P 500 a fait fois 14%. 14% de rendement annualisé. Ça veut dire quoi ? Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme, c'est effectivement beaucoup. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 5 ans, le portefeuille, en fait, il a triplé. Tout simplement. Il a quadruplé, pardon. Donc, c'est juste assez incroyable la performance qui s'est passée. Donc, avec un investissement qui est volatile, mais qui n'est pas le plus volatile, avec un effet de levier ou avec du stock picking ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour rien aussi que Warren Buffett qui dit que le jour de sa mort, 100% de sa fortune pour sa famille ira dans un ETF qui suit le S&P 500. Parce qu'à long terme, 95% des gens que tu reçois ici qui sont des asset managers professionnels n'arrivent pas à battre la bourse. C'est la dure réalité du marché, c'est que c'est extrêmement difficile. Et moi-même, pendant plusieurs années, j'ai créé un fonds d'investissement, j'ai dû le fermer et tout ça parce que les performances n'étaient pas au rendez-vous. Mais essayer de battre la bourse à moyen, long terme, c'est super, super compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris vraiment le pari d'avoir effectivement des conseils avec bon sens, parce que au plus vous allez essayer de faire un coup, au plus vos émotions vont vous faire perdre de l'argent. Ok. Tu nous parlais, Léa, en plus des plateformes crypto, bien choisir ces plateformes crypto. On va prendre une dernière question de Jayan qui nous a reposé une question sur justement les arnaques qu'on voit un petit peu partout. On l'écoute. Et je vois pas mal sur les réseaux qu'il y a plein d'arnaques qui commencent à se développer, qui vendent des produits qui sont pas du tout efficaces. Selon vous, du coup, comment est-ce que je peux éviter au maximum ça ? Comment est-ce que je peux faire la différence entre vraiment un bon plan et un piège ? Merci à vous. Merci Jayan pour ta deuxième partie de questions. Alors c'est vrai là-dessus, parce qu'on le voit sur les réseaux, notamment quand on suit des comptes d'investissement, etc. Il y a plein de fakes qui pullulent, soit des faux comptes. D'ailleurs, je le précise, je le répète ici, avec les comptes de La Martingale ou mon compte perso, parce que c'est arrivé aussi.
on n'ira jamais vous demander en message privé si vous ne nous avez pas déjà écrit avant, et on vous proposera jamais d'investissement, on vous demandera jamais d'argent. Donc faites attention, si vous voyez des faux comptes, que ce soit de la Martingale, du mien ou de autres, signalez-les, et désolé d'avance, mais c'est pas nous, faites attention et n'hésitez pas à faire circuler ce message. C'est vrai que ça doit t'arriver aussi, Grégory, ça doit t'arriver aussi, Léa. Ouais, ça nous est beaucoup arrivé ces derniers mois. Donc nous, c'est beaucoup sur Instagram, faux comptes, mais je pense qu'on a dû en signaler à peu près une 30aine. Faux comptes qui arrivent direct dans les messages, c'est vraiment notre logo, notre truc. Et c'est vrai que voilà, tout de suite, ils proposent d'aller sur un groupe WhatsApp, Telegram ou Signal, avec des fameux bons plans derrière. Nous, on n'a jamais utilisé de groupes privés et secrets pour faire des conseils en investissement. Déjà qu'on ne fait pas de conseils en investissement parce que légalement, c'est pas autorisé, mais des groupes secrets privés, non. Et moi, je sais que souvent, par exemple, quand on me demande un truc un peu détaillé en conseil, enfin pas en conseil du coup, mais des informations sur un produit d'investissement par rapport à telle ou telle situation, très souvent, je fais un petit vocal dans lequel j'explique aux gens. Alors là, pour le coup, il va falloir s'amuser à synthétiser ma voix en vocal mais perso. tu sais qu'avec l'IA maintenant... Oui. Alors ça, c'est vrai que récemment, je discutais avec Charles Sterling, qui est assez fort sur les réseaux sociaux aussi. Et Charles, lui, a eu des fake IA. Donc, c'est vraiment sa tête, sa bouche qui bouge exactement de la même manière. Et c'est très perturbant. Bon, déjà, la première chose à dire, c'est le bon plan n'existe pas. C'est-à-dire, à partir, allez, on va dire au-dessus de 3-4% de rendement sans risque, ou avec très peu de risque, c'est impossible. Donc, on vous dit, il y a ça, ça n'existe pas. En fait, déjà, base du mytho. Deuxième chose, multipliez les sources. Ne suivez pas qu'un influenceur, ne suivez pas qu'un média. Croisez vos sources. Et puis, si vous avez telle ou telle personne, même si vous juriez que c'est la meilleure ou le meilleur influenceur finance possible, en fait, voilà, quelqu'un d'autre, regardez, demandez, consultez, et vous allez voir si c'était vraiment un si bon plan. Tout le monde en parlerait partout et pas uniquement dans un petit groupe privé. Voilà. Et je remarque aussi, j'ai aussi noté une thèse d'un chercheur qui s'appelle Stephen Greenspan, qui avait écrit Annals of Gullibility. Et si vraiment on n'a pas envie de lire des thèses en anglais, c'est le premier épisode de L'argent en bref sur Netflix, où en fait il explique que tout le monde peut être victime à un moment d'une arnaque, et que la raison pour laquelle on a le plus de chances de se faire avoir par une arnaque, c'est quand on a trop la confiance. Voilà. Et donc par exemple, il fait des tests avec la corrélation avec le QI et tout. Il n'y a pas de lien avec le QI, il n'y a pas de lien avec nos connaissances. Tout le monde peut être victime un jour ou l'autre d'une arnaque. Donc voilà, on a toujours ce réflexe, on ne croit pas au miracle, on multiplie ses sources, et puis on ne prend pas de décision à la hâte, puisque évidemment, comme ça arrive à tout le monde, mais je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé sur un petit truc une fois. Ça m'est arrivé sur un petit truc une fois, j'avais reçu un courrier un peu étrange qui me demandait de payer une amende en retard, et comme j'ai tendance à être un peu en retard, je réfléchis pas, je le fais à la va-vite et tout, et je règle, c'était pas grand chose, c'était 50 €, et puis le lendemain je me dis, mais mince, l'URL c'était pas impôt.gouv.fr, et donc j'ai filé 50 € à quelqu'un comme ça gratis, basé sur le fait que j'avais mis mon cerveau en off en rentrant du travail tard. Voilà. Donc voilà, il faut rester vraiment alerte et avoir les bons réflexes. Non mais vraiment, ça peut être parce que ouais, il m'est arrivé un truc comme ça il y a pas longtemps. Alors j'ai pas payé, donc j'espère que c'est vraiment un fake. Mais en gros, je devais changer un compteur électrique chez moi et tout. On m'a dit que je payais rien, donc j'ai rien payé. Et puis normalement, pour une fois, j'avais bien fait attention, parce que parfois administrativement, parfois je peux avoir un peu du mal à être à jour, mais voilà, c'est pas volontaire, hein, si l'administration fiscale m'écoute. Le droit à l'erreur, le droit à l'erreur. Mais et en gros, là on m'a dit oui, alors vous devez plusieurs centaines d'euros pour l'installation de ce truc-là qui était censé être gratuit. Et là je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc là je revérifie, puis je vois super bien fait le truc. Donc je pense que c'est un fake, parce que j'ai eu encore des relances, mais c'était du même truc, il n'y a pas vraiment de numéro de... Mais c'est très très bien fait, il faut faire attention. Ah oui, ça avait vraiment la même tête pour moi. Mais sinon on viendra toquer chez toi. Voilà, c'est ça. Non, je pense que c'est un fake, mais il y a des trucs qui peuvent être très très bien faits. Bref, Grégory, est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Effectivement, depuis plus de 5 ans maintenant, avec le premier confinement, il y a énormément d'arnaques. Je dirais 2 conseils, je dirais. Le premier, c'est quoi? C'est jamais un créateur de contenu ne va vous contacter directement.
pour rejoindre un groupe WhatsApp, Telegram, Signal ou autre. Ça, c'est le premier point. Souvent, les créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des stories, ils essayent que les gens commentent, puis ils discutent avec les gens, et puis on va essayer de vendre un produit, une formation, n'importe quoi, peu importe, mais toujours dans un deuxième temps. Alors, moi, c'est vrai que j'ai cette malchance chaque semaine d'avoir, alors que je suis pas beaucoup suivi sur Instagram, mais chaque semaine, il y a des gens effectivement qui dénoncent, et c'est toujours la même chose, rejoins un groupe WhatsApp. Il y a même des vraies personnes qui utilisent un autre numéro de téléphone et qui sont en train de gérer un groupe WhatsApp avec mon image, ce genre de choses. J'ai été à la police pour dénoncer ça. Ça, c'est le premier point. Un créateur de contenu va jamais vous contacter en premier. Deuxième point important, c'est sortez des réseaux sociaux, lisez un livre. Lisez, vous allez sur n'importe quoi, Amazon, la Fnac, dans votre librairie du coin, vous demandez un livre pour débuter en bourse. Lisez un livre. C'est plus difficile de faker un livre. Non, mais vraiment. Et j'ai eu la chance d'écrire des livres aussi, mais le point important, c'est quoi? Et c'est pas avec la vente des livres que je vais devenir riche, certainement pas. Et je pense que Léa pourra témoigner par rapport à ça. Mais le point important, c'est que les gens qui font du scam, j'ai jamais vu des personnes qui font du scam écrire des livres. Ah si, moi j'en ai vu une. Oui, voilà, t'en as vu une, mais ça reste très raisonnable. La plupart des gens qui font du scam ne prennent pas le temps d'écrire un livre, d'avoir une maison d'édition et ce genre de choses. Donc, lisez un livre et au moins, vous allez effectivement recouper l'information avec des gens qui ont vendu quelques milliers d'exemplaires d'un livre pour bien débuter en bourse. Et vous verrez que finalement, dans un livre, on vend un petit peu moins de rêves que sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de relecture dans le milieu de l'édition. Il y a l'éditeur qui va relire derrière, les personnes, nos premiers lecteurs à qui on va faire relire. Il y a la correction, la vérification des sources dans les grosses maisons d'édition, hélas, pas dans les petites. C'était là-dessus que je parlais de ça, mais oui, tout à fait. Et du coup, il y a le tien, il y a celui de Mathieu Louvet qui est très bien, celui de Johan Lopez de Snowball aussi, que j'ai adoré. C'est quoi le titre de ton livre? Bien débuter en bourse. Tout simplement. Mathieu Louvet, je crois que c'est sur les ETF. Oui, c'est ça. Et puis celui de Mathias Battino aussi, qui est pas mal sur la prise en compte, notamment psychologique de l'argent. Et puis j'espère bientôt celui de Plan Cash, qui est toujours en bouclage. J'en peux plus de faire des émissions fait en quelques disant temps, ça. non? Ah ouais, ça fait trop longtemps. Nous en parler, celui de Plan Cash, et on vérifiera qu'il n'y ait pas de scam à l'intérieur. Il n'y aura pas de scam. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai un livre sous la main, de Grégory Guilbein. Alors, livre, c'est un cahier d'activité pour les être enfants, très, très, très précis. Apprends l'argent, amusant pour les 5 ans et plus. Voilà, si vous avez des enfants, c'est la fin. Vite qu'on arrête et que j'aille déjeuner. Ayez pitié d'Amaury. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on est à la bourre. On va faire les questions cash maintenant, tout de suite, rapidement. Je vais vous demander des réponses cash. Première question, l'investissement casino. C'est, je le rappelle, vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est pas celle de vos clients, c'est pas un conseil en investissement. Mais si vous vouliez faire un coup un petit peu spéculatif là, maintenant, tout de suite, vous iriez dans quoi? Grégory, t'irais dans quoi? J'achèterais un ETF qui short l'or. Donc, je prendrais un ETF qui est contre l'évolution de l'or, c'est-à-dire que si l'or augmente, l'ETF va perdre la valeur, mais si par contre l'or chute, je deviendrai millionnaire. Cohérent par rapport à ce qu'on disait il y a quelques minutes. Léa? J'ai pensé à un truc dans le même genre aussi. Je me souviens, juste après le Covid, j'avais eu un date avec un trader qui s'amusait à shorter Tesla. Et je pense, le pauvre garçon, qu'il était très en avance et qu'il a dû perdre beaucoup d'argent. Mais si c'était à faire maintenant, vu qu'il y a eu des grosses baisses en janvier 2023, en avril 2024, en avril 2025, vu que technologiquement, ils ont pris du retard, vu qu'ils sont rattrapés, voire battus sur certains domaines par BYD en Chine, je shorterai Tesla. Voilà. Okay. T'as pas pris des nouvelles? Non, j'ai pas pris de nouvelles, mais si jamais il écoute l'émission, viens, on va parler de Tesla. Ok, très clair. Maintenant, la deuxième question cash. Vous êtes sur une île déserte, pas loin de la Réunion peut-être, pour rejoindre qui nous a envoyé une question. Seul ou accompagné? Tu choisis. Okay. Tu choisis. Voilà. Tu peux être, vous ramenez qui vous voulez. Mais en tout cas, vous enterrez un coffre dans le sable. Et ce coffre, vous allez pouvoir le déterrer, mais dans 10 ans. Vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, vous pouvez être plusieurs, vous mettez à l'intérieur? Grégory? Alors, moi, je mettrais 3-4 ETF, États-Unis, Europe, marché émergent, Asie développée. Je mettrais
10% en Bitcoin et 5% dans un token qui s'appelle le Borg. Ok, d'accord. De la plateforme Swissborg. Oui, voilà. Ok. Léa. Waouh. Alors moi, j'avais pensé à un truc tout bête, mais c'est un peu d'opportunité cette semaine. Je penserais... donc là, j'ai entendu parler d'un fonds qui s'appelle Fundora, puisque... Je précise, c'est un de nos annonceurs cette semaine, même si ce n'était pas coordonné entre nous. Mais c'est un fonds qui permet d'investir dans les startups de la Silicon Valley à partir de 100 €. Donc, c'est une façon de dérisquer un petit peu le private equity en achetant de l'ensemble des startups qui ont été incubées pendant les 2 dernières années, ou les 2 prochaines années plutôt. Et je prendrais ça parce qu'on sait que c'est du long terme. Il faut au moins 7 à 10 ans pour pouvoir récupérer son argent en private equity en général. Donc voilà, je prendrais ça sur l'île déserte en espérant que une de ces startups-là devienne le futur, allez, j'en sais rien, Airbnb ou Stripe. Bon, là, on est à 10 ans, mais effectivement, attention, parce que le private equity, c'est pas liquide, c'est risqué. Oui, mais si je suis sur une île déserte... Ah, voilà, non, mais attends, là, tu prends ton risque. Et attention, c'est vrai que, voilà, puis on investit en beaucoup de boîtes, tout puis il à peut y fait. avoir de la casse, tout, faut le savoir. Très risqué le private equity. Tu mets pas de trader qui short Tesla, non, Non, pas lui, en tout cas. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Donc Léa Lejeune, merci beaucoup d'avoir été avec nous, fondatrice de Plan Cash Média qui parle d'argent aux femmes. Merci Grégory Guillemin d'avoir été avec nous, donc docteur en finance et coach boursier. Restez avec nous, là maintenant c'est terminé, on va y aller là, vous l'entendez à ma voix, il faut que j'y aille. Mais en tout cas, continuez à nous suivre, continuez à nous envoyer vos questions et surtout, prenez le contrôle de votre argent.